El-Youmn, une Rifène au palais mérinide. Elle illustre le rôle joué historiquement par les femmes en tant que gage de prestige et de sécurité, consolidatrice des liens politiques, renforçant la sécurité des nouvelles possessions et favorisant de nouvelles conquêtes. Nous sommes aujourd'hui au XIIIe siècle en présence El-Youmn, la fille d'un grand chef de tribu rifène qui allait épouser le père des premiers rois mérinides et devenir la mère d'un puissant sultan. Son nom est El-Youmn, une dénomination arabe construite sur le mode des appellations de bon augure adoptées par certaines femmes de la famille mérinide, telles Al-As ou Al-Faraj par exemple. L'appellation a pour équivalent, peut-être sous une forme initiale autochtone, la Lamimount ou la Lamimouna, adjectif féminin qui porte également la notion de chance et de bénédiction. La famille El-Youmn est originaire de la tribu antique des Btewa, qui réside anciennement dans le Rif, au bord de la Méditerranée. Ils sont fondateurs au nord-ouest d'Oran de la ville de Btewa, sur les ruines de l'ancien site romain de Portus Manius. Ibn Khaldoun range les Btewa parmi les tribus snhajiennes et les divise en 3 branches. Les Bourkouya de Tzaza, les Aïtsouriagel del Mezemma, soit vers l'actuel Al-Husayma, et les Oulad Mahalli de Tsafarsit. C'est donc à cette famille qu'appartient El-Youmn. Son père n'est autre que Ali ibn Mahalli, puissant chef de tribu, qui laisse son nom jusqu'à nos jours, comme l'atteste le professeur Hassan el-Figigi à Tlaat Sidi Ali ibn Mahalli, au nord-ouest du mont Tasaft, surplombant le cours de l'Oued Nekour. Il n'allait pas tarder à acquérir, lui et son clan, une situation encore plus privilégiée suite à son alliance politique et familiale avec les Mérinides émergents. Les Mérinides en question formaient une tribu zénète d'habiles cavaliers et de chasseurs et guerriers émérites. À la fin du printemps, ils avaient l'habitude de transhumer dans les steppes sud-orientales, dans les régions de Figig et de Sijil Massa, pour se regrouper à Gersif et la Basse Moulouya pendant l'automne, avant de rejoindre leur zone méridionale d'hivernage. En 1213, pendant leur transhumance habituelle, ils profitent de la faiblesse du pouvoir almohade qui sortait tout juste une année auparavant de la désastreuse bataille de Las Nabas de Tolosa. Ils profitent aussi de circonstances sociales et économiques, de l'effondrement démographique causé par les conséquences des guerres, de la famine et d'une grave épidémie. Ils appellent alors les leurs, venus en masse les rejoindre. Les Mérinides arrivent dans le Rif avec pour bastion la forteresse de Tazota, fondée sur une haute table rocheuse entre la Moulouya et Mlilia, aboutissant à plusieurs conflits armés avec les Almohades. À leur tête se trouve le prince Abdelhaq ben Mahyou du clan des Beni Hammama, père des futurs sultans mérinides. Contrairement à leurs prédécesseurs almoravides et almohades, les Mérinides ne portent pas de projet à caractère religieux ni ne se réclament d'un quelconque mouvement de réforme spirituelle. Pour assurer leur conquête militaire, ils s'appuient d'abord sur leur démonstration de force portée par l'esprit de clan avec des tribus de même origine, mais d'autres aussi qui les ont soutenus dès le début de leur règne. Dans le Rif, chez les Btewa, l'alliance politique aboutit dès le départ, aux alentours de 1211, à une alliance matrimoniale unissant El-Youmn, fille de Ali ibn Mahalli de la tribu des Btewa, au prince Abdelhaq, fils de Mahyou, du clan mérinide des Beni Hammama. Les chroniques vantent les qualités morales El-Youmn. Ibn Abi Zara et Ibn Khaldoun affirment qu'elle était une femme vertueuse. Ahmed Nasiri, pour sa part, reprend les descriptions antérieures et la désigne comme étant parmi la plus sage des femmes. De bien maigres informations pour en dresser un portrait complet, comme hélas pour un bon nombre de femmes. El-Youmn apporte en tous les cas dans son trousseau de mariée toute la puissance de son clan et affirme son père ses qualités de femme bienheureuse. Vers 1212, elle donne naissance à son premier fils, le 5e de Abdelhaq. C'est Abou Youssouf Yaqoub, considéré comme le véritable premier sultan de la dynastie qui accède au pouvoir en 1258, succédant cela à ses demi-frères, enlève Marrakech aux Almohades et fonde Fès la Neuve, où il établit sa capitale. L'alliance entre le chef des Btewa, père El-Youmn, et le chef du clan mérinide des Beni Hammama a permis dès le départ plusieurs victoires aux Mérinides, prélude à la prise progressive du pouvoir. En 1216, c'est d'abord leur bataille victorieuse dans le Rif, près de l'Oued Nekour,
les opposants à la grande armée du jeune calife almohade Youssef al-Mustansir. À son tour, Taza, à l'emplacement stratégique attesté le long des siècles, est la cible des Mérinides qui y livrent une autre bataille victorieuse. Mais ce sont les Bédouins Riyah, alliés des Almohades, et à la fraction mérinide rivale des Beni Askar, qui infligent tous aux Beni Hamama une cuisante défaite près de l'oued Sebou, aux environs de Tafertast, blessant mortellement en 1217 le chef mérinide Abd al-Haq et son fils aîné Idriss. Voilà donc al-Yumn, déjà veuve peu de temps après son mariage. Ses beaux-fils prennent le pouvoir jusqu'à l'accession de son propre fils plusieurs années plus tard, exactement en 1258. Il faut rappeler qu'avec cette union, les membres de la famille al-Yumn s'étaient fait proches du pouvoir, d'abord par alliance, puis par lien de sang, étant devenus les oncles maternels du sultan mérinide Abou Youssouf Yaqub. Les Btewa fournissent ainsi quelques puissants vizirs dès le début du règne. On retrouve les frères al-Yumn occupant de haut rang, tel Mohammed ben Ali ben Mahalli, qui s'était vu confier le gouvernement de Marrakech et de ses provinces depuis sa conquête en 1269, ainsi que le mentionne Ibn Khaldoun. Les récits historiques évoquent aussi le nom de Omar ben Mahalli, gouverneur de Malaga, pour le compte des Mérinides. On imagine toute la place que devait occuper cette dame, fille d'un grand chef, épouse d'un autre, mère de celui qui allait s'imposer comme puissant sultan, mais on imagine également les aléas dus au soubresaut politique et au changement de règne. al-Yumn est au centre d'une vision onirique rapportée par plusieurs auteurs et qui contribue à ces instruments de légitimation du pouvoir, ajoutant au règne une aura de spiritualité. Dans son Raoud al-Qirtas, Ibn Abi Zar rapporte, auprès d'autres auteurs, ce rêve de la mère de Yaqub ben Abd al-Haq, alors jeune fille, qui aurait vu, dans son songe, la lune sortir de son devant pour monter dans le ciel, éclairant la terre de ses lumières. Je cite, d'après la traduction de Baumier, elle raconta aussitôt ce rêve à son père qui s'empressa de se rendre chez le cheikh Abu Othman al-Wariagli. Celui-ci lui répondit « Si tu dis vrai, le rêve de cette jeune fille signifie qu'elle enfantera un grand roi saint, juste, qui couvrira ses sujets de bienfaits et de prospérité. » Fin de citation. Au-delà de la légende, Ibn Abi Zar al-Fassi en dit cette fois dans sa Dakhir as-Sunniya en évoquant la date de 643 de l'Hégire, soit 1245 ou 46 de l'ère commune, que la dame libre et vertueuse al-Yumn bint Mahalli a voyagé vers les lieux saints, qu'elle est restée en Orient pendant 4 ans avant de retourner à Fès. Puis, au mois de Muharram de l'année 652, elle est repartie de nouveau à la Mecque pour trouver la mort en Égypte où elle est inhumée. Comme vestige évoquant son nom, il se trouve dans le Rif, situé sur une hauteur surplombant la côte des Briwa, Rabitat al-Yumn, dont elle serait la fondatrice. Le lieu est assimilé par l'historien Saïd Arab à l'endroit nommé de nos jours Lalla Mimouna, tandis que pour le chercheur Morajdi, il y a une différence entre Rabitat al-Yumn, connu localement sous le nom de mosquée Rabda, et Lalla Mimouna, située au sommet du mont Bouscour. Quoi qu'il en soit, dans son livre Al-Maqsad al-Sharif, dédié au saint du Rif, Al-Badisi mentionne Rabitat al-Yumn, située sur un mont surplombant le littoral de Makram. C'est, dit-il, une rabita bénie dont la construction fut ordonnée par une sainte femme du nom al-Yumn, aussi prit-elle son nom. Un ribat qui a joué un rôle éducatif et qui était aussi un lieu de rencontre de dévots et de pieux ascètes, avec sans doute un rôle militaire de contrôle des côtes au vu de son emplacement. C'est ce qui demeure comme rare espace de visibilité rappelant la place d'une femme dans l'histoire et dans un système où le mariage ne se résumait pas à la relation entre deux individus, mais déterminait la construction des rapports sociaux et politiques, permettant, dans ce cas de figure, l'expansion de la dynastie mérinide, passée du nomadisme à la fondation d'un puissant État.